Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. J'attends un petit peu, je vous laisse le temps d'avoir la notification d'arriver. Je suis donc en direct sur Instagram et sur Facebook. Et je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous partager autour de tout ce que je fais. Je voulais vous clarifier un petit peu mon positionnement par rapport à tout ce que je partage finalement ici à longueur de journée. Parce que j'ai eu une discussion justement avec une personne notamment. Excusez-moi, j'essaie de vous mettre un peu... je crois que c'est pire. Du coup, je voulais clarifier mon message parce que je me suis dit que si certaines ne l'entendaient pas de manière claire, peut-être que c'était le cas aussi pour d'autres personnes. Alors je sais que celles qui ont suivi peut-être mes ateliers ou mes accompagnements savent très très bien de quoi je parle et comment je vois les choses. Mais je sais aussi que selon nos filtres, nos croyances, on va interpréter ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre avec ces filtres-là justement. Donc on va faire des projections, tout ça. Et c'est pour ça que j'avais envie vraiment de vous partager un peu plus clairement et de pouvoir échanger, même répondre à vos questions si vous en avez aujourd'hui en direct, ou même de me les poser soit en message privé, soit en replay. J'y répondrai vraiment avec grand plaisir. Alors je sais aussi qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées dernièrement, donc je vais en profiter pour faire une petite présentation rapide de qui je suis, ce que je fais, pourquoi je suis ici à partager tous ces messages. Donc moi je m'appelle Aurélie et je suis sophrologue depuis maintenant 2013. Alors j'ai fait une petite pause de quelques années pour m'occuper de ma fille, notamment dans la petite enfance, où j'ai été d'ailleurs assistante maternelle pour pouvoir rester auprès d'elle et continuer à semer des graines auprès d'enfants. Donc c'était une très très belle expérience justement, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Et quand j'ai commencé d'ailleurs en sophrologie, j'avais très envie, donc j'accompagnais les futures mamans, mais aussi les enfants. Parce que pour moi, c'était vraiment important que les enfants... Et tout de suite, ça me semblait tellement important en fait, qu'ils aient tous les outils pour pouvoir vivre, voilà, avant d'être... Parce que moi, j'ai commencé à vivre vraiment des difficultés quand j'étais adolescente. C'est ce qui m'avait menée finalement à la sophrologie. Et je me disais, mais en fait, tout ça, on devrait l'apprendre aux enfants quand on est voilà, à l'école, etc. Donc j'avais commencé par là, à travailler avec les enfants, à les aider, à leur apporter des outils pour tout ce qui était angoisse, stress, et les émotions. Mais en commençant à travailler par là, ça m'a ouvert déjà à d'autres possibilités d'accompagnement. Donc ceux qui me connaissent le savent, moi avant j'ai eu une éducation stricte, autoritaire, etc. Et je me disais, ah, c'est génial, hein, moi mes enfants ils seront comme ça, je serai stricte aussi, c'était génial comme éducation, moi je suis bien élevée et tout. Voilà. Et quand j'ai commencé donc à accompagner les enfants, dans cet épanouissement, la confiance en soi, etc., ça m'a ouvert en fait à d'autres possibilités. La sophrologie, c'est ça aussi, c'est l'ouverture d'esprit, les prises de conscience, se déconditionner, etc. Donc, j'ai commencé à voir qu'il y avait d'autres possibilités que je n'avais même pas envisagées. Moi, c'était, je voyais le côté, soit on ne s'occupe pas des enfants, ils font tout ce qu'ils veulent, voilà. Soit c'était une éducation stricte, on respecte très bien, on respecte l'autorité, on respecte les grands, on respecte ci, ça. Et donc, j'ai découvert autre chose. Et ça m'a passionnée. Et je me suis aussi rendu compte que finalement, aider les enfants, c'était pas le plus gros du travail finalement. Parce que eux, ils sont là, ils sont en état brut, innocent. Ils sont déjà finalement parfaits. Ils ont besoin de notre accompagnement, de notre sécurité. Mais finalement, ils ont beaucoup plus à nous enseigner que nous avons à leur enseigner. Parce que nous, qu'est-ce que nous leur enseignons finalement ? Beaucoup de règles, de cadres, de il faut faire comme si, des choses que finalement c'est une société qui a mis en place, c'est très bien pour le bien commun, mais finalement on est là pour beaucoup leur casser, voilà. Donc on a beaucoup de choses à leur apprendre, mais que finalement on ne leur apprend pas, notamment l'intelligence émotionnelle par exemple, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc j'ai compris qu'en fait le vrai problème c'était pas d'apporter ça tout de suite aux enfants, bien sûr c'est de les accompagner là-dedans et de leur apporter ces outils-là pour qu'ils soient... qu'ils grandissent épanouis, confiants, qu'ils sachent se faire respecter, que soient respectueux aussi, effectivement.
mais qu'il y avait d'autres manières de le faire et que par là, en fait, c'était d'abord les parents. Déjà, même un enfant, quand il est très stressé, quand il est angoissé, très souvent, c'est qu'à la maison, les parents sont stressés, angoissés. Moi, quand j'avais des enfants en consultation, souvent, les parents me disaient « Ah oui, moi aussi, je suis quelqu'un de stressé ». Et même sans me le dire, je savais que c'était des personnes déjà stressées. Donc j'ai compris qu'en fait, c'était vraiment axé d'abord sur le bien-être des parents, le changement de croyance des parents, tout un travail en fait autour de la parentalité. Et là, je parle de parentalité parce que je m'adresse souvent aux parents, mais quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est tous les adultes en fait. Et tous les adultes notamment qui sont en contact avec des enfants. Donc, instituteurs, enseignants, professeurs, assistantes maternelles, les personnels de crèche, toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants devraient avoir accès à cette nouvelle vision qui est d'un accompagnement plus respectueux des enfants, un accompagnement conscient et avec d'autres possibilités, une ouverture d'esprit qui permet à d'autres possibilités. Alors c'est pour ça, il y a des informations, il y a de la lecture qui permet de s'ouvrir à ça, de se questionner, pas obligé de lire, de suivre tout à la lettre bien sûr, d'adhérer à tout, mais ça fait son cheminement. Moi, il y a des choses qu'au début je lisais, je me disais mais quand même, et finalement maintenant j'y suis, et même au-delà de ce que j'avais pu lire qui me, bah bon quand même, voilà, qui pouvait me choquer, et je le vois même avec les personnes avec lesquelles je parle, que je discute, avec celles que j'accompagne, je vois qu'au début, il y a des choses que c'est là, ah non, mais là t'abuses, là c'est trop. D'ailleurs, on me dit souvent, c'est comme ça que je me définis, il n'y a aucun souci, c'est que vraiment, dans ce cadre-là, je suis presque extrémiste d'une parentalité différente, parce que vraiment, je déconstruis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il n'y a pas très longtemps, donc d'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit « Oui, mais je vois que vous êtes tout le temps en train de chercher à déconstruire les choses et presque que un cochon, parce que donc du coup, je parle que derrière un acte d'un enfant, il y a toujours un besoin. Mais en fait, je le dis pour les enfants, mais c'est valable pour les adultes aussi, tout acte qui est fait part d'une émotion et d'un besoin finalement. Et parfois, les stratégies qui sont utilisées ne sont pas les bonnes. Mais ça se demande d'apprendre justement de nouvelles stratégies. On les apprend aux enfants, mais on les apprend aussi aux parents qui n'ont pas été habitués à ça. Et que c'est compliqué de pouvoir changer. Et donc quand cette personne me disait, oui, mais toi, vous voyez toujours... donc en fait, à force de déconstruire, presque... Alors désolée pour le bruit des travaux, mais j'avais très envie de faire ce live, donc j'avais pas envie de le reporter. Je suis désolée, j'espère que ça sera pas trop dérangeant. Et donc... il me dit oui, mais alors à ce compte-là, presque un cochon, vous allez le déconstruire tellement que ça peut devenir une girafe. Mais en fait, non. C'est pas le cochon que je déconstruis en disant que c'est une girafe, c'est que je dis que tous les faits sont neutres. C'est notre interprétation avec nos filtres, nos valeurs, nos croyances, nos vécus, etc. qui font que nous, ça, on va l'interpréter comme quelque chose de mauvais, de pas bien, comme une agression de l'enfant envers nous-mêmes, un test, voilà, tout ça. Et finalement... c'est ça que je veux déconstruire. C'est pas le fait, voilà, le fait, c'est le fait. Justement, je déconstruis tout ce qu'il y a autour pour enlever toutes les projections, les interprétations personnelles, tout ça, pour en faire quelque chose de neutre. Et une fois que c'est neutre, qu'est-ce que j'ai envie d'y croire après ça? Et donc aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de vraiment clairement de ma vision, qui n'est pas du tout de laisser faire les enfants tout ce qu'ils veulent comme ils veulent, c'est pas non plus l'idée. Donc on va parler d'autorité, de hiérarchie, de respect, d'obéissance, voilà, de relations verticales, voilà, de besoin de souveraineté des enfants, etc. Donc on va parler de tout ça. Donc quel est, déjà pour moi, quel est l'avantage d'avoir cet autre regard, cet autre accompagnement des enfants? Pour moi, c'est que déjà, il va y avoir un respect mutuel. Et là, donc là, je parlais d'ailleurs notamment d'autorité quand je dis que on n'a pas besoin, et ça j'en parlais dans l'atelier la dernière fois, Renouveau, on n'a pas besoin forcément d'exercer une autorité sur un enfant pour qu'il collabore. Au contraire, on a plutôt intérêt à avoir sa collaboration, sa coopération, de faire en sorte qu'il coopère en fait à ce qu'on demande, mais parce qu'on est une équipe. On n'est pas quel est le premier qui va faire ça, moi je suis le meilleur, non, moi je ne suis pas au-dessus de ma fille. Personnellement, c'est comme ça que je l'envisage. Je ne suis pas au-dessus de ma fille. Et je ne veux pas que quelqu'un soit au-dessus de moi non plus. Donc en accompagnant
les personnes, en étant en relation avec d'autres personnes de cette manière-là, et donc que ce soit un adulte ou un enfant, on va y gagner en respect mutuel. Quand on va respecter quelqu'un, on va avoir son respect. Et on peut aussi se faire respecter, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément appris à respecter les autres. Mais alors là, c'est à nous de poser des limites et de faire qu'on nous respecte. Mais nos enfants, ils ne sont pas dans l'irrespect. En tout cas, c'est pas, surtout les petits-enfants, ce ne sont pas... Tout ce qu'ils font, ce ne sont pas des actes qui nous manquent de respect. Et ça, pourtant, nous, combien de fois on a pu l'entendre, enfin voilà, manquer de respect à l'adulte, quand on dit « Ah non, tu lui dois le respect, c'est ton grand-père, c'est ta grand-mère ou c'est ton parent ». Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. On doit le respect aux autres parce que ce sont des êtres vivants. Point. Pas parce que c'est Pierre, Paul ou Jacques. Non, ça peut être le copain ou l'arrière-grand-père. C'est la même chose. On lui doit le même respect. Pour moi, il n'y a pas une hiérarchie de respect qu'on doit avoir parce que c'est le grand-père ou parce que... Non, on doit respecter l'autre, notre prochain, parce que c'est un être vivant. Donc, l'arrière-grand-père doit autant de respect au petit enfant, même si c'est un bébé, que le bébé ou le petit enfant doit le respect. Donc, dans les conventions, on va dire par exemple de la société, on doit dire bonjour, c'est être poli. Même ça, on pourrait dire, ok, mais c'est juste une convention, hein, qui nous oblige à dire bonjour? Ça nous fait plaisir, c'est quelque chose qu'on a envie de transmettre. Moi, je choisis, parce que je l'ai choisi et que ça me fait plaisir que ma fille, de transmettre cette valeur-là, que de souhaiter une belle journée aux personnes qu'on croise. D'ailleurs, une fois, elle m'avait posé la question, maman, pourquoi on dit bonjour? Et j'avais dit, très belle question, parce qu'effectivement, pourquoi on dit bonjour? Souvent, les gens le font sans intention. Bonjour, voilà, parce qu'on dit bonjour, il faut être poli. Mais pourquoi il faut être poli? Parce qu'en disant bonjour, on souhaite à la personne une belle journée. Et je trouve que d'y mettre l'intention, ça change pour nous et pour la personne. On pourrait même ne pas dire bonjour, mais dire une belle journée à vous. Mais presque, ça ne serait pas poli, parce que c'est pas le bonjour qu'on a l'habitude d'entendre. Ou comme quand on dit bonjour, comment ça va? En fait, on n'écoute même pas la réponse. Ou les gens disent ça va, et toi? Alors qu'en fait, ça va pas du tout. Mais parce que c'est la politesse. On dit bonjour, ça va, et toi? Ouais, ok, super. Donc voilà, d'y mettre de l'intention. Et donc oui, on va demander à, par exemple, si c'est important pour nous, la politesse. Donc ok, ça fait partie des conventions, on est ok avec ça, on a envie de souhaiter une belle journée aux personnes, de les remercier, d'être en gratitude quand on dit merci. Est-ce qu'on est obligé d'insister auprès d'un enfant pour lui dire « dis merci, tu n'as pas dit merci ». Parfois, ils peuvent faire un sourire. C'est leur manière de dire merci. Et d'être attentif à ça, de dire « Ah, il t'a souri, voilà, il t'a dit merci ». Ça ne sert à rien d'insister. Plus on insiste, plus l'enfant va se braquer, ce qui est normal. Moi, à l'inverse, en tant qu'adulte, on insistait sur quelque chose. Avec mon caractère, personnellement, je serais encore plus braquée. À me dire « Ah ouais, eh ben, rien que pour ça, je ne le ferai pas. » Parce que c'est mon caractère. D'autres personnes ne le sont pas comme ça. Mais c'est pour dire que plus on insiste, on le sait que les enfants sont comme ça, plus on va insister, plus on va les faire remarquer, plus on va... Ils se braquent, ils se ferment, ils commencent à être mal, ils vivent des émotions. Donc on ne peut plus rien, voilà. Donc c'est ok qu'ils fassent juste un sourire pour dire bonjour, pour au début, de faire un check. Voilà, ils ne sont pas obligés de faire un bisou. Et c'est pas un manque de respect que de ne pas faire un bisou. Et là, donc... pour en revenir à cet esprit qu'on a de respect mutuel, qu'on ne conçoit pas forcément, hein, on doit le respect aux anciens, on doit le respect, alors que parfois les anciens ne respectent pas les plus jeunes. Alors pourquoi? Moi je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et donc de la même manière que l'enfant, si c'est quelque chose qui fait partie de nos valeurs, ça le fait en général dans la société, hein, on est d'accord, de dire bonjour à l'autre, il peut le faire sans dire bonjour. Pour moi c'est plus irrespectueux la personne adulte qui ne respecte pas le consentement de l'enfant quand il dit non, j'ai pas envie de faire un bisou, qui vient lui voler un bisou, qui vient lui faire de force, qui dit fais-moi un bisou, qui insiste, ça c'est plus irrespectueux de la personne, de l'intégrité, de la dignité de l'enfant que l'enfant qui fait juste un sourire et qui fait un check pour dire bonjour. Donc bon, voilà, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Donc les points forts qu'on va avoir justement quand on va être dans cette
accompagnement respectueux de l'enfant, c'est que donc on va gagner en respect mutuel. On apprend à l'autre, donc à l'enfant à respecter l'autre, à se respecter et à se faire respecter. Et donc nous, on va y gagner. Voilà, ça va être une belle échange et du coup aussi, on va avoir cette belle relation harmonieuse et saine avec nos enfants. Ils vont avoir confiance en nous, on va pouvoir leur faire confiance parce qu'ils savent qu'on ne va pas leur imposer des choses. Ils savent que quand on leur propose quelque chose, ils comprennent aussi parce que plus ils grandissent, plus on peut leur faire expérimenter les choses plutôt que leur imposer. Et par là, ils comprennent pourquoi on leur propose de faire ces choses-là. Parce qu'ils ont expérimenté. Par exemple, quand on leur dit non, mais tu vas être fatigué, va te coucher, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas cette projection. Eux, ils sont dans l'immédiateté, ils sont dans le moment présent. Quelque chose que nous devons apprendre et qu'on apprend très bien avec la sophrologie d'ailleurs. Vivre l'instant présent, revenir à ce moment. Nous, on est toujours dans « allez vite, il faut aller se coucher, il faut aller se brosser les dents, il faut aller faire pipi, il faut aller faire ci ». Ça fuse, les ordres, ils fusent dans tous les sens. Fais ci, fais ça, va faire là, 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 là. Presque de manière militaire et automatique, sans prendre le temps de vivre ce moment, d'y mettre du plaisir, d'y mettre de la joie. Alors que s'ils n'ont pas expérimenté, et ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec ma fille d'ailleurs, que moi, je savais, je la voyais fatiguée. Donc, je me disais, il faut que tu ailles te coucher. Va te coucher. Non, j'ai pas envie, je suis pas fatiguée. Je l'ai laissé expérimenter la fatigue. Je l'ai laissé quelques soirs se coucher à l'heure qu'elle voulait. Elle allait se coucher vraiment fatiguée. Je me disais, incroyable. Le lendemain, elle se réveillait quand même tôt. Le lendemain, encore tôt. J'ai dit, je vais la laisser expérimenter. Et je lui ai dit, on va faire l'expérience et je te laisse expérimenter. Au bout de quelques temps, elle était KO. Et elle me dit, maman, je vais me coucher. Ah, voilà, donc tu vois, c'est ça la fatigue. Je lui disais, tu vois, là, quand tu ressens ça, quand tu te frottes les yeux, quand tu ressens là que tu restes bugué comme ça c'est de la fatigue, c'est des signes de fatigue. Moi, quand je me sens comme ça, c'est que je sais que j'ai besoin d'aller me reposer. Comme un objet qu'on va recharger, elle a une boîte à histoire, là, je lui dis, comme quand on va recharger ta boîte à histoire, on a besoin de la recharger. Nous, c'est pareil, pour pouvoir faire des activités, s'amuser, partager des bons moments de joie, vivre cette joie et toutes les autres émotions, on a besoin d'être rechargé, comme on a besoin de manger, etc. Donc, c'est de passer par cette expérience-là, cette expérimentation. Et quand on les amène à vivre par eux-mêmes, comme par exemple un enfant qui n'a pas envie de mettre un manteau pour sortir, qui n'a pas envie de s'habiller, qui veut rester en pyjama, où est le mal ? Enfant, il n'a pas envie, il ne comprend pas l'intérêt parce que lui, il n'a pas compris les conventions sociales, qu'il faut s'habiller pour sortir. Donc s'il a envie de rester, d'ailleurs j'ai vu une vidéo là d'un monsieur qui démontait une superbe illustratrice qui fait justement, qui transpose les choses qu'on fait aux enfants et que si on le faisait, ça serait complètement ridicule aux adultes et qui démontait en disant mais n'importe quoi justement, il disait si on les laisse faire, alors les enfants, on va pas les laisser. Alors du coup, si enfants, on les laisse faire, ils sortent en pyjama ou alors s'ils veulent pas s'habiller, qu'ils sortent en Spider-Man, où est le mal ? Quelle est la chose qui ne colle pas si l'enfant sort déguisé ? Ma fille est déjà sortie déguisée. Alors mon mari n'était pas super chaud au départ. J'ai dit, mais en quoi ça dérange finalement ? Ça, c'est parce que nous, on a dans l'idée qu'il faut porter telle chose. Il y a des personnes qui ont un style bien à elles et qui sortent, qui assument de mettre un chapeau, qui assument de mettre tel vêtement, Pourquoi on ne pourrait pas les laisser se déguiser, les enfants ? Puisque c'est leur style, ils ont envie de ça. Et s'ils se sentent bien, où est le problème ? Parce que nous avons des projections, nous avons des croyances. Mais en soi, ce n'est rien de grave. Même s'ils vont sortir en pantoufles, on le laisse expérimenter. Et par exemple, pour revenir à cette histoire de manteau, par exemple, l'hiver, il fait froid. Nous, on le sait qu'il fait froid l'hiver. Mais eux, ils sont au chaud, dans la maison, avec le chauffage. Ils sont habillés, ils n'ont pas envie de mettre le manteau. Ça se comprend. Encore une fois, ils sont dans le moment présent. Donc, on peut les laisser expérimenter. Tu veux pas prendre ton manteau ? Moi, je sais qu'il fait froid dehors. Ok, alors je l'emporte avec moi. Si tu as froid, tu me le demanderas. On sort, on est prévoyant parce que justement, on est là pour veiller à leur bien-être, à leur sécurité, à leur santé. Ok, donc je prends, c'est moi qui suis prévoyante, je prends le manteau, je sors. Je peux vous garantir que quand j'ai fait ça avec ma fille, elle m'a demandé le manteau une fois qu'on était sorti de l'immeuble parce qu'elle avait froid. Elle m'a dit, maman j'ai froid, je veux mon manteau. Ok, elle l'a expérimenté, je n'ai pas fait preuve d'autorité. Je ne l'ai pas forcée à mettre son manteau parce que moi je suis l'adulte et que je sais qu'elle va avoir froid. Non, je l'ai laissé expérimenter par elle-même. Bien sûr, un bébé, lui, il ne va pas
il va pas le manifester, peut-être qu'il va être un peu, il va gigoter, il va pas être bien avec son manteau et tout. Donc ça on le sait, on va lui mettre au dernier moment et on va vite sortir. Mais quand il commence à exprimer vraiment son désaccord, on va le laisser expérimenter par lui-même. Ça lui est arrivé qu'elle ait mis à l'inverse des chaussures, des boots d'hiver en plein été. Pareil, je lui ai dit tu vas avoir chaud avec. Non, je vais les mettre. Ok, mets-les, pas de souci. Elle est sortie, elle avait très chaud. Ben, elle a attendu qu'on rentre pour pouvoir mettre des chaussures un peu plus adaptées. Mais elle a expérimenté, elle m'a plus jamais redemandé. Tandis que si je l'avais forcé, ça aurait été la guerre, la crise, pour moi, pour elle, les tensions, le cortisol, le stress qui n'en finit plus. La tension qui reste parce qu'on ne prend pas le temps en plus de réguler ce stress, de ramener. Le stress, c'est quelque chose de très bon. Je vous en reparlerai d'ailleurs, mais le stress, il est naturel. Sans stress, il n'y a pas de vie. Sans émotion, il n'y a pas de vie. C'est notre manière de nous relationner aux autres aussi. Donc, comprendre nos besoins, etc. Donc, c'est important, mais on en a besoin, naturellement. Il y a un stimuli, il y a l'adrénaline et des charges, tout ça pour mettre à l'action. D'où le fait aussi que les enfants, par exemple, peuvent taper des pieds, parce qu'ils ont besoin de décharger, donc il faut mettre en mouvement. Sauf qu'au quotidien, dans notre vie de tous les jours, avant c'était le cas quand on vivait dans des cavernes, peu importe, on se mettait à courir pour éviter un danger, etc. Là, le danger réel, il n'y est plus comme avant. Par contre, on va vivre ces émotions-là pour d'autres raisons. Mais si on ne se met pas en mouvement, si on ne libère pas cette émotion, si on ne se laisse pas aussi traverser par cette émotion, qu'on veut la bloquer, la réprimer pour dire non, non, tout va bien, etc., qu'est-ce qui se passe ? Et bien du coup, on garde la tension. Et la prochaine chose qui va arriver, on est déjà un peu à un niveau de tension là, ça vient s'ajouter. Et qu'est-ce qui se passe vu qu'on ne s'est pas régulé? Hop, ça vient s'ajouter. On va se coucher, c'est toujours resté là. Donc le lendemain matin, quand on se réveille, hop, le niveau il augmente. Et c'est l'escalade du mal-être au fur et à mesure. Et plus ça va, plus il y a de conflits, etc. D'où l'importance justement de développer notre bonjour, bienvenue, de développer notre intelligence émotionnelle déjà pour nous-mêmes, pour apprendre à vivre cette intelligence émotionnelle et exprimer nos besoins à nos enfants, justement pour amener à plus de respect quand on veut quelque chose, faire respecter nos besoins pour pouvoir nous les satisfaire sans mettre la charge de la satisfaction de nos besoins sur les épaules de nos enfants. Ce n'est pas à eux de satisfaire nos besoins, mais bien à nous. Donc nous avons la possibilité de différer certains besoins. Donc c'est à nous, oui, de nous adapter. Souvent on me dit oui, mais toi alors tu pars du principe que c'est toujours à nous adultes de nous adapter aux enfants. Moi je ne suis pas d'accord, c'est aux enfants de s'adapter. Oui, je pars du principe que c'est à nous adultes de nous adapter parce que nous avons une capacité de nous raisonner, de comprendre, de savoir en termes de temps, de savoir que dans une heure, nous pourrons faire ce que nous avions besoin de satisfaire à ce moment-là, si ce n'est pas un besoin vraiment immédiat, comme celle d'aller éliminer par exemple. On sait qu'on va pouvoir le faire un tout petit peu plus tard, on sait qu'on peut attendre, on sait ce que c'est la notion du temps, les enfants non. Donc comme nous avons, c'est là où oui par contre nous sommes au-dessus des enfants, s'il doit y avoir quelqu'un au-dessus, c'est dans le sens où nous avons cette capacité de différer nos besoins, pas de les supprimer, de les différer, d'attendre, de nous raisonner. Les enfants, eux, ne l'ont pas cette capacité-là. On va leur apprendre petit à petit à le faire. On va leur apprendre en leur montrant l'exemple aussi. L'exemple, c'est ce qu'il y a de plus probant et de plus impactant pour les enfants, bien plus que tous les discours qu'on peut faire. C'est être l'exemple. Ok, exprimer le besoin. Là, j'ai besoin de telle chose. Je vais attendre de le faire après. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et de ne pas faire porter donc le besoin à nos enfants. Et cette intelligence émotionnelle, elle va nous permettre donc nous-mêmes de revenir à cet apaisement, mais du coup de pouvoir accompagner les émotions de nos enfants. Ce qui est hyper important, parce que c'est très compliqué. Parce que quand un enfant fait une crise, alors comme certains appelleraient des caprices, mais qui sont simplement des besoins non satisfaits, qui sont manifestés par une émotion, donc quand on essaye de comprendre, donc avec l'intelligence émotionnelle, accompagner l'émotion de l'enfant, le laisser traverser, être présent, une présence contenante, plein d'amour inconditionnel, de l'aider aussi à comprendre, soi-même comprendre quel était son besoin derrière. Tout ça, c'est vraiment un cadeau pour la vie. Et donc ça, c'est pas uniquement en faisant des séances avec les enfants qu'on va vraiment leur apprendre. C'est ceux qui passent le plus de temps avec eux, donc c'est à l'école, c'est les parents. C'est hyper important. Donc j'en reviens à tous ces points-là, donc il y a ces points forts et ces avantages qu'on va retrouver dans cet accompagnement différent des enfants, donc pas dans un mode autoritariste, c'est que
on va être, et d'ailleurs je voulais vous parler de cette notion de relation verticale. C'est-à-dire qu'on est souvent dans cette relation où l'enfant, coucou Marie, où l'enfant est en dessous de l'adulte. Alors que moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Pour moi, on est sur une relation horizontale. Moi, c'est ça que je souhaite parce que c'est là où on a ce respect mutuel, cette belle relation, cette confiance, une bonne communication aussi. Donc la communication qui va passer par l'expression de nos émotions et de nos besoins. Cet amour inconditionnel, coucou, qui va favoriser du coup l'estime parce que chacun va pouvoir s'épanouir dans la famille en développant son estime de soi, l'utilité, son appartenance au sein de la famille. Ça, c'est hyper important. Donc, on va leur offrir par là. Donc, nous-mêmes, on va pouvoir s'épanouir parce qu'on va prendre soin de soi en tant que parents, en tant qu'adultes qui accompagnent les enfants. Et tous ces outils qu'on va apprendre pour nous-mêmes, on va pouvoir le transmettre à nos enfants par l'exemple, mais aussi par des outils qui vont faire par des jeux, par des scènes, par tout ça, des livres, des histoires, qu'on va pouvoir leur transmettre ces outils-là et comment eux aussi, donc pouvoir traverser tous les événements de leur vie finalement dans les meilleures conditions. Donc c'est hyper important. Donc pour moi, je voulais clarifier cette notion de ne pas avoir d'autorité, parce que du coup, oui, mais alors dans la société, il y a une hiérarchie. Oui, il y a une hiérarchie. Quand par exemple, oui, on a un président qui est au-dessus, on va dire, de nous, qui est garant de notre pays. Mais pour moi, le respect, la notion d'autorité et de respect, c'est quelque chose de différent, comme j'en parlais tout à l'heure avec l'exemple du bisou, etc. On peut ne pas faire preuve forcément d'autorité, et encore moins d'autoritarisme, où c'est l'adulte qui sait, c'est l'adulte qui impose les choses, les limites, le cadre, etc. à l'enfant, et tout autant être respectueux. On peut avoir une hiérarchie tout en étant respectueux et sur une relation malgré tout qui soit horizontale. C'est-à-dire que, par exemple, alors on me donnait l'exemple justement, oui, mais alors un patron, si on part de ce principe-là, alors les enfants ils vont toujours être dans la négociation et quand ils seront adultes, alors leur patron, ils vont dire, ah non, mais moi j'ai pas envie de faire ce travail. Alors, s'ils ont choisi le travail et que ça leur plaît, c'est génial, ça veut dire qu'ils vont faire des choses qui satisfassent leurs besoins, qui viennent de quelque chose qui les met en joie. Ils ont choisi quelque chose qui est aligné à eux-mêmes. Donc déjà, on part sur des enfants qui sont épanouis, qui ont confiance en eux, qui ont de l'estime pour eux-mêmes, qui savent respecter les autres et se faire respecter. Donc s'ils considèrent que le patron leur donne quelque chose qui n'est pas adapté, qui ne fait pas partie de leur travail, combien d'employés n'osent pas dire, ils sont là, et mon patron, et quand ils rentrent à la maison, donc ils sont énervés après leurs enfants, parce que le patron, il fait faire n'importe quoi, il leur fait faire des heures de fou, il les paye pas, nanana, parce qu'ils n'osent pas parler, parce que c'est le patron, parce que sinon on ne serait pas payé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est comme ça que vous avez envie de continuer, vous, à vivre? Personnellement, non. Et moi qui ai eu justement une éducation où l'autorité, il fallait respecter l'autorité, où il fallait respecter les anciens, où les autres étaient... Encore aujourd'hui, je fais ce travail de déconditionnement, de prendre ma place de femme face à une institution, de femme face à un patron. Ça a été très compliqué, moi, quand j'avais des patrons, et qu'il fallait que j'aille leur dire, non mais là, en fait, je suis payée 35 heures et j'en fais 38 par semaine, c'est pas OK. Ça a été compliqué. Pourquoi? Parce que j'avais cette notion qu'il fallait absolument respecter l'autorité et que l'autorité, le respect de l'autorité pour moi était associé, donc voilà, c'était la même chose. Alors qu'on peut respecter une autre personne tout en exprimant nos besoins, nos limites. Ce n'est pas être irrespectueux. J'avais une maman qui m'avait parlé, mais d'ailleurs c'était pas la seule, où on avait parlé parce que souvent c'est quelque chose qui revient en fait en accompagnement. Et je vous le dis, moi je le travaille aussi. Quand on est face aux grands-parents, à nos propres grands-parents, nous, en tant que parents, on a une autre vision. Déjà, c'est compliqué parce qu'il faut faire face au regard des autres, au jugement des autres. Déjà, même si on fait pareil, on va avoir quand même « mais tu devrais faire comme ci, mais tu fais pas bien ça, mais moi, de mon temps, etc. » Sachant que de notre temps, ça ne veut rien dire parce que chaque chose évolue. Il n'y avait pas de connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est des on-dit. On croyait que, alors qu'il y a plein de choses, maintenant, on ne croit plus que. Il y a des sciences, la neuroscience, qui expliquent les choses, le cerveau,
etc. Et je vais y revenir d'ailleurs sur ça. Et donc cette maman avec qui on avait travaillé justement, qui me disait, oui, donc c'est son 3e enfant et que sa grand-mère, quand elle faisait des choses, oui, elle lui dit non, mais tu sais, tu devrais pas faire ci, tu devrais faire comme ça, etc. Et elle, en fait, elle était gênée de le dire à sa propre grand-mère, comment elle voyait les choses. Pourquoi? En creusant, donc on avait été travailler sur ça, parce qu'elle considérait qu'exprimer ce elle pensait, c'était lui manquer de respect parce que c'était sa grand-mère. Vous imaginez à quel point le fait de penser que nos grands-parents nous figurent en fait d'adultes quand nous étions enfants, c'est rester des figures d'adultes et que donc même nous, quand nous devenons des adultes, on ne se sent plus adulte face à eux. On se sent toujours les enfants d'eux, les petits-enfants d'eux et on leur doit le respect. Mais si nous leur devons le respect, ils nous doivent aussi du respect. Et ils doivent du respect à nos enfants. Et exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on voit des choses, comment on voit les choses, comment on veut accompagner nos enfants, ce n'est pas manquer de respect à l'autre. Ça, ce sont des projections. L'autre peut être blessé, c'est vrai. Mais ça, c'est pas notre responsabilité. On n'a pas envie de le blesser, bien sûr. Mais nous, quand on fait ce travail, moi, c'est quelque chose que je sais aujourd'hui, je n'ai pas le pouvoir de blesser les autres et les autres n'ont pas le pouvoir de me blesser. Si je me sens blessée, c'est parce que c'est moi-même qui me sens blessée par rapport à mes projections, à mes croyances, à mes filtres. Je juge que l'autre, ce qu'il vient de me dire, est blessant. Je juge que ce que l'autre est en train de me dire, simplement en m'exposant son avis, vient juger ce que moi je pense. Mais pas du tout. Quand on dit à notre grand-père, notre grand-mère, peu importe à qui, à notre belle-mère, notre beau-père, la belle famille, si on leur dit, moi c'est comme ça que je l'envisage parce que j'ai telle connaissance, j'ai farfouillé, je sais que ceci c'est bien ou pas pour l'enfant, etc. On ne manque pas de respect, on exprime notre avis. Et quand on est dans cette relation du coup verticale, où l'enfant ne doit surtout pas se rebeller, où l'enfant ne doit pas parler, ne doit pas donner son avis à l'adulte parce que c'est l'adulte qui parle, c'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que, et même quand on est dans une éducation dite positive, bienveillante, voilà, c'est des termes que j'aime pas trop, mais même dans cette optique-là, on veut quand même obtenir de l'enfant qu'il nous obéisse. On veut quand même qu'il fasse à tout prix ce qu'on lui demande. Parce que parfois, ça nous arrange. Parce que sinon, oui, mais attends, si alors il choisit quand est-ce qu'il va se coucher parce qu'il n'est pas fatigué, et moi j'ai comment ma soirée? Et moi notre soirée qu'on avait prévue avec nos potes, oui, mais lui il a aussi le droit de faire la fête. Il a aussi le droit de venir parler avec nous, de nous interrompre. Oui, on peut lui expliquer, lui apprendre. Ok, là j'étais en train de parler, tu peux attendre 2 minutes. Il va pas le comprendre forcément, il va falloir lui répéter, il y a plein de soirées. Mais c'est par la répétition qu'il va apprendre aussi l'enfant. Donc c'est hyper important. Parce qu'adulte, et moi j'avais écrit un post comme ça il me semble, mais où je disais, je ne sais pas jouer aux échecs, par contre ce que je sais c'est qu'aux échecs, on doit toujours avoir plusieurs coups d'avance. Et c'est un peu stratégique. Moi, je suis pas du tout stratégique justement, et je suis nulle au jeu de stratégie, clairement. Mais s'il y a bien une chose sur lesquelles j'ai l'impression d'être très stratégique et de voir à long terme, comme les joueurs d'échecs, c'est la parentalité. Pourquoi? Parce que j'essaye toujours de voir plus loin que ce moment. Si je dis ça à ma fille, si on dit ça à un enfant, si on lui dit de telle manière, avec telle façon de faire, etc., qu'est-ce que ça va engendrer quand il sera adulte? Alors souvent, les personnes le font aussi, mais avec des croyances que si on n'est pas autoritaire, si on ne tape pas du poing sur la table, si on n'est pas ferme, si ça fera des enfants délinquants, qui n'écoutent rien, qui ne respectent rien. Pour moi, dans ma vision, mais ce n'est que ma vision, c'est faux. Pourquoi? Parce que si la base de tout, celle qui est très importante pour moi, une valeur qui est hyper importante, les 2 valeurs qui sont les plus importantes, c'est l'amour et le respect. Si on apprend à nos enfants à agir toujours dans l'amour et le respect, il n'y a aucune raison qu'ils soient irrespectueux, qu'ils deviennent des délinquants. Si on les remplit d'amour, qu'ils ont toute la présence dont ils ont besoin. On fera des erreurs, hein, ils auront des blessures, ils auront des petits traumas. Ça fait partie de la vie de toute manière. Mais si on leur enseigne comment tous les traverser, toujours avec amour et respect, d'arrêter de faire des projections et du coup de prendre la responsabilité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure,
nos besoins, c'est à nous de les satisfaire. On ne met pas la responsabilité aux enfants de satisfaire nos besoins. Comme par exemple le soir, quand nous avons besoin de repos, de calme. Si nous voulons absolument que nos enfants aillent se coucher, et nous sommes nombreux parents à le souhaiter le soir arrivé, notamment quand les vacances arrivent et qu'on passe toute la journée avec, et qu'on se dit ouf, mais j'ai envie d'aller me coucher, qu'ils ne font pas la sieste, je connais très bien ça. On a besoin de ce calme, mais en fait, on ne peut pas reporter ce besoin-là non satisfait sur nos enfants, parce qu'on met des attentes qui sont irréalistes, ou on va les conditionner quand ça fonctionne. Du coup, on va les conditionner, c'est comme ça ils vont le faire, parce que ils savent qu'ils doivent respecter l'autorité, les codes que les parents ont choisis. Mais qu'est-ce que ça fait plus tard? En fait, ça fait des enfants qui s'oublient, qui répriment leurs émotions, qui parfois du coup ressortent en mode colère, mais colérique, c'est-à-dire violence, pas une bonne colère saine, parce qu'une colère, elle est saine. Toutes les émotions sont saines et positives, parce que des fois on dit mon émotion négative. Non, il n'y a pas d'émotion négative, elles sont toutes positives, parce qu'elles sont là pour nous délivrer un message, elles sont là pour faire passer, pour être un signal d'alerte. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un besoin non satisfait, lequel laisse derrière. Et les enfants, c'est pareil. Donc pour moi, c'est vraiment important de le voir comme ça. Et ça ne veut pas dire, d'ailleurs, donc il y a cette notion de autorité, respect, alors que c'est totalement différent. Autorité et hiérarchie, donc je pourrais en revenir à cette histoire d'ailleurs de chef. Je disais que quand on ne laisse pas la parole à l'enfant parce que l'autorité a dit que, parce que le parent a dit que, ou l'enseignant a dit que, etc., on peut enseigner à l'enfant de s'exprimer de manière respectueuse. S'exprimer, ça ne veut pas être, c'est pas synonyme d'irrespect. Et on peut s'exprimer de manière respectueuse. Et ça ne veut pas dire manquer de respect à l'autorité. L'autorité et le respect, c'est deux choses différentes. L'autorité et la hiérarchie, ce sont deux choses aussi qui ne sont pas forcément corrélées. On n'est pas obligé de faire preuve d'autorité. Les patrons ne sont pas obligés de faire preuve d'autorité. De plus en plus dans les entreprises, on voit qu'ils sont beaucoup plus dans la collaboration. Je trouve ça hyper intéressant et constructif. Et je pense très enrichissant pour un patron, pour un chef, pour les managers, si ils écoutent les avis de leurs employés, pour savoir comment ils se sentent dans leur travail, s'ils se sentent bien, s'ils se sentent utiles, s'ils se sentent valorisés. Si l'enfant, tout comme un patron avec ses employés, il se sent exister, utile, s'il se sent écouté, et s'il sent que son avis compte, il va être beaucoup plus collaboratif, coopérant, carrément. Et moi, je ne trouve pas que ce soit un manque de respect que de dire à son patron ce que tu proposes, ok, c'est bien, ou ce que vous proposez, mais et si on essayait autrement, et si on essayait comme ci, comme ça, je suis persuadée que ce serait très enrichissant. Ou de dire, ah non, moi je ne suis pas d'accord de travailler plus alors que je ne vais pas gagner plus. Et ça, je suis persuadée que vous serez tous d'accord. Et pourtant, ça vient de là. Oui, on a le droit d'exprimer ce qu'on pense à une personne qui est hiérarchiquement au-dessus de nous, parce que c'est notre patron, parce que même c'est le président de la République. Sinon, on ne ferait plus de revendications, on ferait plus de grève. La personne avec qui j'ai discuté, là, justement, et où on parlait de ça, d'autorité, où en fait, justement, pour clarifier que je n'étais pas non plus dans le laisser tout faire aux enfants. On est là pour veiller à leur sécurité, à leur santé, à leur bien-être, à leur épanouissement, les apprentissages, bien sûr. C'est juste que je ne suis pas d'accord sur la manière de le faire. Et cette personne me disait, oui, mais alors au collège, on le voit bien, le manque d'éducation. Je ne parle pas d'ici de ne pas éduquer les enfants, de ne pas les accompagner. Encore une fois, je parle de respect. Donc, ils vont apprendre le respect. Et elle expliquait que dans les collèges, par exemple, des enfants qui s'expriment et qui râlent parce qu'il y a 2 contrôles qui arrivent le mardi, qui disent « Ah, mais monsieur, on a déjà un contrôle, etc. » Dans le fond, où est le mal? Moi, je trouve ça... Alors, bien sûr, ça tout dépend de la manière dont ils vont le faire, dont ils vont exprimer ça. Mais où est le mal? Si des collégiens peuvent faire valoir, de manière bien sûr respectueuse, en disant « Moi, je ne suis pas d'accord, est-ce que ça vous dérangerait est-ce qu'on pourrait avoir, parce qu'on a déjà révisé ça, est-ce que ce serait possible de le décaler ?» Où est le mal? C'est comme quand le président, ou au Sénat, peu importe, il commence à parler d'un sujet, etc. Il y a plein de personnes qui disent qu'ils ne sont pas contentes. Pourquoi? Parce que ce sont des adolescents ou des enfants, ils n'auraient pas le droit de donner leur avis.
Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et je sais que ça choque beaucoup de personnes. D'ailleurs, quand ma fille, j'ai eu la dernière fois une réflexion comme ça, pas méchamment en plus, hein, mais où ma fille, donc on lui a demandé quelque chose et elle a dit, elle a répondu quoi. En fait, elle a répondu à l'adulte, à son père en l'occurrence. Et ma collègue qui me regarde, il me dit, oh là là, elle a du répondant, hein. Ben oui, en fait, c'est un être humain, elle a le droit de s'exprimer. C'est pas parce que c'est un enfant qu'elle ne doit pas répondre à son parent. Bien sûr, il y a une manière de le faire. Et si c'est une manière qui n'est pas forcément agréable, ben on va lui dire, là, tu sais, ça arrive qu'elle dise j'ai soif. Oui, bon, ben après, moi j'aime mieux entendre. Déjà, quand elle me dit j'ai soif, je dis ok, d'accord, du coup je te donne du pain. Donc elle me dit non, je voudrais un verre d'eau s'il te plaît. Voilà, en fait, je le tourne en plus à la dérision parce que je lui dis ok, je suis contente de savoir que tu as soif. Et en fait, du coup, elle se rappelle, voilà, c'est parce qu'elle est petite, elle sait pas encore des fois, elle fait pas de phrases, voilà, donc elle me sort ça comme ça, alors qu'elle sait très bien les faire, les phrases, c'est juste qu'elle a pas connecté, hop, elle a soif, elle dit j'ai soif. Voilà. Et je vois pas en quoi c'est mal, c'est à nous de, effectivement, dans toute, ça peut se faire en rire. Sauf que si je me dis, non mais pour qui elle se prend à me parler comme ça, là, j'ai soif. Non mais ça va pas, non. Mais forcément, après on rentre en conflit. Qu'est-ce qu'on dit? Et qu'est-ce que tu me demandes? Et voilà, non, on peut le dire de manière, ah oui d'accord, ben, j'aurais bien aimé entendre ça d'une autre manière. Ou peut-être que tu voulais dire que tu voulais un verre d'eau. Non, c'est peut-être ça. Voilà, simplement de proposer aussi ce qu'on attend d'eux. Mais il faut le faire de la manière respectueuse que nous, on attend d'eux aussi. Donc voilà un petit peu. Et donc vraiment, pour moi, cette délinquance, puisqu'il était aussi question de ça, que du fait d'en faire des enfants délinquants qui répondent, qui ne respectent plus les autorités, etc. Moi, je pense que vraiment, tout ce qui est abus, tout ce qui est délinquance, même le fait d'être dans le harcèlement, etc., c'est parce qu'on n'enseigne pas aux enfants à être respectés, que leur corps, leur être est ce qu'ils ont de plus précieux et les autres sont ce qu'ils ont de plus précieux. Quand on accompagne un enfant en lui criant dessus, en prenant le dessus, quand on lui apprend, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, quand on est directif, on peut pas attendre d'avoir autre chose en retour. Et forcément, eux, ils vont s'en prendre. Donc c'est le patron, et vous avez certainement déjà vu cette image que je trouve qui est très parlante. Le papa qui rentre du travail, qui s'est fait donc engueuler par le patron, parce que c'est le patron, hein, et avant on le voyait. Moi j'ai déjà vu là où je travaillais, la patronne qui tirait les oreilles des employés. Et moi j'ai dit mais qu'elle me tire pas les oreilles quoi. Elle n'a pas à me tirer les oreilles. Alors à l'époque en plus j'étais même pas encore autant je crois que je n'étais pas encore formée à la sophrologie justement, et donc j'étais pas dans cette ouverture donc je me disais mais déjà je suis pas un enfant, ma mère me tirait pas les oreilles et elle va pas me tirer elle les oreilles. Et pourtant ça c'est des choses qu'on voyait. Les instituteurs tapaient les enfants avec leurs règles. On a fait du chemin heureusement. Mais bon, quand on voit cette image donc du patron qui engueule l'employé parce qu'il n'a pas bien travaillé, l'employé qui rentre à la maison, qui engueule sa femme, la femme qui engueule le petit parce que voilà. Donc en fait c'est une chaîne, et le petit qui vient engueuler alors soit le petit frère, soit le chat, soit le chien. C'est une chaîne. Mais on peut briser cette chaîne et dire stop. On peut parler respectueusement. On enseigne que le corps est respectueux, que la personne est précieux, que la personne est précieuse, qu'on doit la respecter, qu'on doit se faire respecter. Personne ne doit faire un bisou sans le consentement. Personne ne doit toucher le corps sans consentement. Personne ne doit nous obliger à faire quoi que ce soit, ne doit nous tenir fortement comme ça, voilà, de manière... c'est pas respectueux. Et quand on enseigne ça à l'enfant, il sait après que embêter un copain, se moquer d'un copain, c'est pas respectueux, que ça va lui faire de la peine, effectivement, parce que les enfants, ils sont très sensibles. Donc on leur enseigne ça. C'est pas... et je ne prône pas le fait de laisser les enfants complètement livrés à eux-mêmes. Pas du tout. Je partage plutôt une vision où on va être dans le respect de l'enfant. Essayer de respecter donc ses besoins le plus possible, de lui apprendre lui-même à reconnaître ses besoins, les satisfaire avec des stratégies qui sont le plus acceptables possible. Et parfois on dit oui, mais il faut différencier une envie d'un besoin. Il est important de se souvenir que derrière une envie, il y a un besoin. Finalement, une envie, c'est une stratégie pour satisfaire un besoin. Peut-être que l'envie
Ça peut être de regarder un épisode et vous n'avez pas envie que votre enfant regarde l'épisode. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange finalement? Et quelle autre stratégie? Essayez de comprendre du coup quel est le besoin derrière l'envie, va permettre de proposer d'autres stratégies qui nous semblent plus adaptées. Peut-être que tu peux prendre un livre ou écouter une histoire, ou alors voilà, faire un petit peu ça, mais après on fait pour satisfaire ce besoin en fait. Quel est le besoin? Est-ce que c'est un besoin de repos? Est-ce que c'est un besoin d'entendre de nouveaux vocabulaires? Est-ce que c'est un besoin de se divertir? Il y a plein de manières de satisfaire ce besoin une fois qu'on le connaît. Donc c'est important. Et par exemple, moi je trouve que contrairement à l'autorité, où donc du coup, ben non, c'est le parent qui sait, parce qu'il a l'expérience, il sait mieux que l'enfant, donc il doit veiller à ça. Moi je sais que c'est plus intéressant que l'enfant comprenne la consigne et qu'il s'y soumette, entre guillemets, parce que voilà, je ne suis pas là pour me soumettre aux règles, parce que c'est une règle et qu'il faut la respecter, mais plutôt de se défaire de ça, et c'est ce que j'étais avant, hein, mais plutôt la comprendre. Pourquoi je fais cette règle? Un feu rouge, par exemple, effectivement, on va respecter le feu rouge, et je vais y revenir, je vais faire une parenthèse sur ça, parce qu'on sait qu'une voiture peut passer, c'est dangereux pour nous et pour cette personne, cette voiture. Pourtant, quand on est tellement... même dans des éducations répressives. Donc on dirait oui, mais alors si on le laisse faire, etc., il ne va pas comprendre le sens des règles. Si on lui enseigne pourquoi il y a cette consigne, l'enfant va comprendre. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de le laisser expérimenter quand il a froid. Si on lui dit, quand on sort l'hiver, il faut mettre un manteau, c'est une règle, oui, mais pourquoi il va la respecter? Parce que l'autorité l'a dit. Mais du coup, ça revient à cette notion de punition, de bêtises, etc. Si les punitions étaient vraiment si efficaces que ça, est-ce qu'on aurait besoin de punir les gens autant de fois? De le refaire, de le repunir. Ma fille, je ne l'ai jamais punie. Et pourtant, il y a des choses, oui, je lui ai répété. Petit à petit, elle les intègre. Et c'est la même chose finalement avec les punitions. Sauf qu'à l'inverse, les punitions, ma fille va du coup être dans la coopération. Et les enfants qui sont éduqués comme ça vont être dans la coopération. Ils comprennent pourquoi il y a cette règle-là. Ils ont compris pourquoi il faut faire plutôt cette stratégie-là plutôt qu'une autre. Tandis que quand c'est la punition, c'est pareil. Nous, on va répéter, expliquer, faire comprendre les conséquences naturelles, faire réparer s'il y a besoin de réparer, la manière, essayer d'amener l'enfant à comprendre comment il peut réparer, lui proposer même comment tu pourrais réparer ce qui vient de se passer. Donc il va être dans la réparation de l'erreur, il va être dans la réparation de son intégrité aussi, parce que du coup, un enfant, quoi qu'on en dise, il culpabilise, il se sent mal quand il voit qu'il a fait quelque chose, qui a mis mal à l'aise quelqu'un, qui a fait pleurer quelqu'un ou qu'il a cassé quelque chose. Il va être dans cette coucou, bienvenue, dans cette culpabilité. Donc ça sert à rien de lui en rajouter. Si on rajoute à la culpabilité, donc il vit déjà une émotion, si on rajoute à cette culpabilité en plus de la culpabilité supplémentaire et qu'on va le punir, on va venir rajouter de l'injustice. Donc l'injustice, qu'est-ce que ça va faire? De la rébellion, de l'agressivité. L'enfant va refaire, il en a marre. Par exemple, l'enfant a tapé, il n'avait qu'une émotion. Il y avait quelque chose derrière qui a fait qu'il a fait cette stratégie qui n'est selon nous pas adaptée, bien sûr. On peut lui enseigner, regarde ton copain, regarde comment il se sent. Donc comment tu peux réparer? Peut-être l'enfant va proposer un câlin, excuse-moi, je te fais un câlin. Petit à petit, il va comprendre. Tandis que si on le punit, ça va, je le redis, ça va se répéter, il va avoir besoin de répétition pour le comprendre. Donc on va le punir. Si ça marchait, du premier coup, il serait puni, paf, c'est terminé. C'est pas le cas. Donc autant répéter de manière respectueuse finalement et lui enseigner de manière respectueuse sans faire preuve de répression. Parce que dans la répression, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir encore plus de colère. Donc peut-être qu'il va vivre de la culpabilité parce qu'il se sent mal d'avoir fait mal au copain. C'était pas vraiment ça. Peut-être qu'il voulait rentrer en relation avec cette personne, mais il n'a pas fait de la bonne manière. Il voulait lui exprimer sa joie, ou peut-être simplement sa contrariété, mais voilà, il ne l'a pas fait de la bonne manière. Il se sent mal, il est puni, donc il vit de l'injustice. Qu'est-ce qui se passe après? Du coup, ça fait qu'il va avoir des ressentiments par rapport à cet enfant. À cause de toi, je me suis fait punir.
Et après, là, on en revient à l'escalade des émotions dont je parlais tout à l'heure et du stress qui vient et au plus. Et en fait, l'enfant, il pète un plomb à chaque fois, encore plus. Donc, ça ne lui enseigne pas la bonne stratégie. Et adulte, donc, ou adolescent, c'est la même chose. Et c'est là où on voit la différence entre comprendre une consigne et la faire parce qu'on l'a comprise, la respecter parce qu'on l'a comprise, plutôt qu'une règle imposée, une consigne imposée, ou si tu ne la respectes pas, tu es puni. Tu ne la respectes pas, tu es puni. Qu'est-ce que ça donne? Donc, je disais déjà de l'agressivité vis-à-vis, de la rébellion, et aussi le fait de chercher à être sournois, à mentir, à détourner, à contourner. Et voilà pourquoi après on a des adultes ou des adolescents qui vont être du coup dans la délinquance. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas puni l'enfant, c'est pas parce qu'on n'a pas fait preuve d'autorité, c'est juste parce qu'on n'a pas eu la bonne stratégie nous-mêmes pour faire respecter cette règle. Et que du coup, il ne comprend pas la règle. S'il comprenait la règle, les délinquants, les personnes qui sont en prison, parce que là, en fait, eux, ce qu'ils se disent, bon, au pire, je risque la prison. Ils le savent qu'ils risquent la prison. Pourtant, ils le font quand même. Parce que la seule chose qu'ils ont dans le viseur, le focus, c'est je risque la prison. Mais au final, ils essayent juste de contourner. Comment je pourrais faire pour contourner? Si je ne me fais pas attraper, je ne vais pas en prison. Donc, je peux faire. Tandis que si on lui enseigne, si tu le fais, c'est pas juste que tu vas en prison. C'est que tu vas faire du mal à l'autre personne. L'autre personne va se sentir comme ci, comme ça. Ça va avoir telle conséquence pour toi, pour lui, pour elle. Et ça fait toute la différence. Selon moi, bien sûr. Donc voilà, et en fait, dans cet accompagnement respectueux, on va aussi respecter un besoin qui est important pour l'enfant, qui est le besoin de souveraineté. Souvent, on dit oui, mais il y a des enfants qui en font encore leur tête, ils veulent choisir tout eux, ils veulent faire tout comme eux ils veulent. Et ça, c'est vrai pour tous les enfants, en fait, hein. Et tous les adultes. Quel adulte, à part qui a été brimé, et même s'il a été brimé, enfant bridé, voilà, qu'on n'a pas laissé s'exprimer, il a quand même ce besoin de souveraineté. Sauf que il le réprime, donc il n'est pas bien, il est stressé, il est angoissé, il n'est pas heureux, il ne se sent pas libre dans sa vie, parce que son besoin de souveraineté n'est plus. Et quand on le fait, adulte, souvent, ça donne aussi des adultes qui ne savent plus ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie, qui ne savent plus quelles sont mes envies, quels sont mes besoins. Je sais plus. Je sais plus parce qu'on m'a tellement dit, voilà, allez, c'est l'heure de manger, on va à table. Allez, c'est l'heure d'aller dormir, on va se coucher. Allez, aujourd'hui, on va faire ça. Mais j'ai pas envie, j'ai envie de me reposer. Non, non, on va sortir un peu, on va faire du vélo. En fait, non, c'est comme ça, tu dois faire comme ci ou comme ça. Donc, ça déconnecte complètement les enfants de leurs besoins et de comment les satisfaire. Donc, au final, après, les adultes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir des sophrologues, des psychologues, des coachs, peu importe, pour se sentir mieux dans leur vie, parce que ils ont été justement tellement déconnectés de tout ça, de leur profond être intérieur, de leurs valeurs vraiment profondes, et que du coup ils sont tout conditionnés dans tout dans leur vie, pour aller se coucher, pour aller manger, pour faire ceci, pour faire cela, pour leur travail même, parce que du coup ils peuvent plus suivre leurs envies, parce qu'enfin on leur a dit non, tu dois pas suivre tes envies, non, tes envies, faut les cadrer là, non, t'as envie de faire ça, non, c'est pas possible. Non, moi j'ai décidé que c'était pas comme ça. Tandis que si, on fait partie d'une famille, on fait partie, donc chaque membre a son importance dans une famille. Et la maman aussi, hein, d'ailleurs, je tiens à le préciser, parce que du coup, on me disait oui, mais c'est bien un peu de s'oublier aussi pour le bien de la communauté. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que, adulte, je le vois, les personnes que j'accompagne, moi-même le travail que j'avais fait et que je fais encore, c'est d'arrêter de s'oublier. Combien de mamans, vous me direz, pour ceux qui seront là, combien de mamans se sont oubliées? Combien tous les besoins des enfants passent avant? Je suis à fond pour le maternage proximal, pour le respect des enfants, pour la satisfaction de leurs besoins. C'est primordial. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, un point auquel je mets un point d'honneur. Mais on doit aussi respecter les nôtres de besoins. Et donc, combien de mamans s'oublient pour satisfaire le besoin des autres, du mari, des parents, des grands-parents, des enfants, de la voisine qui nous demandait ouais, allez, d'accord, ok, oui, il faut s'oublier, je suis fatiguée, je n'ai pas trop envie, en fait, je voudrais dire non, mais je ne vais pas dire non. Qu'est-ce qu'on pourrait penser de moi si je disais non? Elle pourrait être blessée, elle pourrait se sentir rejetée. Rappelez-vous, nous sommes responsables de nos émotions, les autres sont responsables des leurs. Nous,
nous avons à prendre soin de nous. Et de nos enfants, bien sûr, puisque nous en avons la responsabilité. Donc, c'est vraiment important d'aussi respecter ce besoin de souveraineté. Les enfants, comme les adultes, ont ce besoin de souveraineté, c'est-à-dire d'être décisionnaires de leur vie. Alors des fois, oui, on ne peut pas forcément, voilà, quand ils vont à l'école, qu'on a décidé de les mettre à l'école, ben, c'est notre choix en fait avant tout. Donc à nous aussi de trouver de manière la plus adéquate qui puisse leur convenir aussi, de se mettre d'accord de comment ça se fait, comment les horaires, etc. Ça demande, oui, de se mettre au niveau de l'enfant, de s'adapter, de leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils se sentent le mieux possible. Nous sommes partie d'une famille, je disais, et donc nous avons tous notre importance. Quand on fait partie d'une famille, il n'y a pas les parents, ah ben nous on a envie de faire ça, ben vous suivez parce que c'est notre envie à nous. Non, qu'est-ce qu'ils ont envie nos enfants? Qu'est-ce qui leur ferait plaisir aussi? Bonjour, ce partage tombe à pic. Pour moi qui désire travailler auprès des enfants, merci. Ce que vous dites est très juste. Ben ravi Patty, bienvenue. Je ne sais pas si vous étiez là depuis le début, mais je vais mettre le replay du coup. C'est hyper important en fait de prendre en considération ce besoin des enfants. Parce que oui, voilà, ils ont ce besoin de souveraineté. Et quand on le respecte, eh ben, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple finalement pour nous. Et du coup, pour pouvoir aussi satisfaire nos propres besoins et pour les enfants. Je vais vous donner un autre exemple d'ailleurs qu'on m'a sollicité avec cette belle conversation que j'ai pu avoir avec cette personne qui me disait oui mais alors par exemple dans des soirées quand on dit oui ben, c'est la soirée entre parents et donc du coup les enfants vous allez vous coucher, alors si les enfants dorment, qu'ils sont habitués à dormir et tout, bon, ben, et qu'après les amis viennent, c'est comme ça. Si c'est comme ça, que ça fonctionne, pourquoi pas? Mais me demander alors s'ils viennent tout le temps nous interrompre, qu'ils viennent alors qu'on est en train de prendre le repas, etc., qu'ils ont fait. Moi, je pars du principe que soit on fait une soirée alors, et d'ailleurs ça peut être décrit en disant ah non mais eux ils laissent leurs enfants, ils vont se faire des week-ends, ils vont se faire des trucs et tout. Mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux assumer en disant ok, ce week-end ou cette soirée c'est pour nous, c'est pour notre couple ou c'est pour un repas entre adultes, entre amis, pour que tout le monde soit posé. Les enfants, eux, ils passent une bonne soirée chez les grands-parents, avec une nounou, si c'est une nounou qui les garde, etc. Mais au moins, tout le monde est bien. Tout le monde passe sa soirée. Ou alors, c'est une soirée, autant assumer comme ça, alors du coup. Ou alors, c'est une soirée où on a nos enfants parce qu'on ne veut pas les laisser. Et moi, je le comprends totalement. Ça a été souvent notre cas et c'est OK. Mais dans ce cas-là, on ne va pas reprocher aux enfants de venir nous interrompre. Et je sais que c'est frustrant, je sais que c'est fatigant, épuisant de passer une soirée ou même un après-midi en te disant j'ai raté le début, c'est pas grave, donc du coup il y aura le replay, voilà, il faudra le voir. C'est épuisant d'être interrompu comme ça, de commencer une phrase attends je reviens ou de surveiller, mais en fait les enfants ils n'ont rien demandé, hein. C'est nous qui avons choisi, accepté d'avoir des enfants, donc c'est à nous, on a leur responsabilité, donc on peut pas leur dire ah non mais là attends, oh c'est ma soirée, laisse-moi tranquille, hein. Toi tu vas jouer avec tes collègues, oui ils vont jouer, mais ils vont te solliciter. Et puis personnellement, je ne fais pas confiance de manière générale à laisser les enfants comme ça parce qu'on ne sait pas, ils peuvent avoir, et pour le faire, je peux vous garantir que des fois il y a des phrases, des choses qui sortent, qu'il vaut mieux être présente pour les enfants, les entendre et pouvoir intervenir. Parce qu'il y a des plus grands parfois qui ont accès à des choses qui ne sont pas adaptées aux enfants, qui ne sont déjà pas adaptées à eux, et qui vont le dire à des tout petits, qui vont leur montrer des images qui ne sont pas adaptées. Si par exemple il y a des portables et tout, bon, j'en suis pas encore là puisque du coup c'est pas forcément l'âge où ma fille elle est, mais ça va bientôt venir, où il y aura des plus grands qui seront adolescents, etc. Et ça, je vous le dis, en termes d'éducation même sexuelle adéquate, c'est très important, parce qu'ils peuvent avoir des accès à des images pornographiques, des images qui peuvent faire peur, hein, même sans parler de pornographique ou autre, des trucs qui vont sexualiser l'enfant trop tôt, etc. Donc moi, j'aime bien être présente. Donc les laisser dans un coin, ne plus les calculer, non, moi je suis pas OK. Donc voilà, moi j'aime bien être là. Et oui, c'est fatigant, c'est frustrant, mais c'est notre choix. Soit on décide du coup, mais je vous partage toujours, c'est ma vision à moi, hein. Chacun est libre de le voir comme il l'entend, mais pour moi, soit on se dit ok, soirée entre adultes, on peut parler de ce qu'on veut, on n'est pas interrompu, soit on fait le choix que nos enfants soient là, donc on en a la responsabilité et on ne peut pas leur reprocher encore une fois de ne pas pouvoir satisfaire nos propres besoins. À nous de savoir quels sont nos besoins à ce moment-là, d'être en adéquation avec et voilà, et d'être aligné à ça. Voilà, pour ça c'est intéressant. Parce que du coup,
Nous avons la responsabilité de nos enfants. Nous avons la responsabilité de leur sécurité, de leur santé, de leur bien-être, de leur épanouissement. Mais pour cela, nous n'avons pas besoin d'avoir de l'autorité sur les enfants. Nous ne sommes pas obligés de forcer les choses, d'être dans le conflit, dans l'affrontement, pour imposer les choses. Des fois, c'est pas facile. Ça vient réveiller des choses, vous le savez. Et voilà. Tout ce que je partage ici, vous le savez, c'est un idéal vers lequel on va cheminer. Parce que la perfection, elle n'existe pas et je pense qu'on ne pourra jamais la vivre. Pourquoi ? Parce que déjà, ça nous demande un certain travail sur nous-mêmes, des choses que nous n'avons pas reçues, que nous n'avons pas apprises enfants d'ailleurs, et que même adultes, ça nous demande déjà de nous déconditionner nous-mêmes, d'avoir une autre vision. Et donc, peu d'entre nous ont reçu cette éducation où l'enfant était l'égal de l'adulte. Alors, égal en droit, bien sûr, l'adulte, lui, doit bien sûr subvenir aux besoins des enfants, hein, de leur donner à manger, de leur faire à manger. Quand je dis égal, ça ne veut pas dire que l'enfant, du coup, on va l'adultiser trop précocement et lui dire, tu te débrouilles à faire à manger, tu vas faire ton lit, tu vas faire ci. Non, il peut participer avec nous pour lui apprendre, toujours dans cette idée d'apprentissage, d'autonomie, etc. Ma fille était... Mon père d'ailleurs se moquait de moi, parce que souvent il me disait « Ouais, autonomie » quand elle était toute bébé même, parce qu'elle avait sa petite truc, sa petite étagère pour se laver les mains, se brosser les dents, etc. Et pour mettre sa petite table, tout ça. Et mon père qui me disait « Ouais, autonomie, si on t'écoute, à toi bientôt, on va lui prendre un studio, elle va partir. » Mais c'est pas l'idée. Justement, c'est pas de les rendre adultes avant et de leur voler leur enfance, non. Mais c'est de les rendre... aussi importants que les autres, de leur montrer cette importance-là. Ça va renforcer leur estime aussi parce qu'ils participent, ils sont utiles, ils apprennent, petit à petit, leur dextérité, tout ça, ça s'amplifie, ça se renforce. Donc ça, c'est merveilleux en fait. Mais, bien sûr, ça nous a veillé à tout ça, à leur bien-être, donc à leur sécurité, etc. Mais donc, peu d'adultes ont reçu cette éducation, cette autre vision de l'enfant, parce que qu'est-ce qu'on voit de l'enfant ? Il est capricieux, il teste, il veut nous pousser à bout, il nous renchèvre, et on va nous mettre à l'asile à cause de notre enfant. Tout ça, on les entend, les enfants donc, sont capricieux, ils nous manipulent. Mais en fait, quand on entend parler d'un enfant, des personnes comme on a toujours entendu, franchement, moi, ça me brise le cœur. Je me dis, mais en fait, comment on voit les enfants ? Je ne dis pas que c'est facile de vivre avec des enfants, de travailler avec des enfants. Je l'ai fait, je le sais. Ce n'est pas évident, surtout quand il y en a plusieurs. Je le sais aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on me donne comme argument très souvent. Oui, mais quand il y en a plusieurs, j'ai travaillé avec plusieurs enfants. Je les ai accompagnés aussi, plusieurs. Et je peux vous assurer que j'ai jamais crié sur eux. Je les ai jamais punis. Donc, c'est une vision de l'enfant. Quand on change notre vision de l'enfant, ça change tout. Je vous assure. Mais c'est pas facile parce que nous ne l'avons pas reçu. C'est des automatismes. C'est ce que je partageais dans l'atelier renouveau, justement. Comment changer nos automatismes ? Parce que nous sommes conditionnés comme ça. Et quand nous sommes en état de stress, de fatigue et en état émotionnel, voilà, on est en pleine tempête émotionnelle nous-mêmes, c'est compliqué de choisir, de faire des choix et des actions conscientes. Pourquoi ? Parce que ce sont nos automatismes qui vont prendre le dessus. À ce moment-là, c'est l'inconscient qui prend les rênes. Et donc... on va être en mode, qu'est-ce qu'on a entendu depuis qu'on est petit ? Les enfants nous testent, hop. Donc l'enfant qui va jeter le truc, qui nous regarde en train de le faire. Ah mais là il me teste. Non mais là il te regarde en train de le faire. C'est qu'il te teste. Non. C'est que l'enfant il expérimente. Est-ce que si je le fais vraiment, il va y avoir encore une réaction ? Donc il le fait. Mais pourquoi tu fais ça enfin ? Je t'avais dit de ne pas le faire. Tu le sais, après ça en met de partout. C'est dangereux, ça glisse. Ah ouais, c'est toujours la même chose. Il apprend. Voilà. Et donc, il y a aussi autre chose. Donc, déjà, on n'a pas reçu, nous, cette éducation-là de manière respectueuse, où on était égaux des adultes, où on avait le droit de s'exprimer, de parler, de partager ce qu'on ressentait, etc. Parce que les émotions, combien de fois on entend « arrête tes caprices, arrête de pleurer, sinon tu vas pleurer pour quelque chose ». Voilà, des menaces, des « oh là là, je ne peux plus t'entendre, va là-bas ». Et encore une fois, je sais que c'est difficile d'accueillir les émotions des enfants. Ça vient réveiller des choses chez nous. C'est des choses que je travaille tout le temps avec mes accompagnés, justement. Il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé du coup avec une personne qui avait pris l'accompagnement sur 1 mois. Et dès la première séance, on avait travaillé justement sur le sommeil d'une de ses filles, le soir, qui était très agitée avant de s'endormir. Pareil, nous on a en tête, dans nos croyances, que l'enfant doit être apaisé pour s'endormir, etc.
Et si l'enfant avait besoin de gigoter pour décharger toute son énergie, finalement, selon son tempérament, pour pouvoir finalement s'apaiser. On a travaillé sur ça justement avec cette maman. Dès le soir même, on a pu libérer cette émotion qu'elle avait, décristalliser ça. Et depuis, sa fille n'a pas changé de comportement. Elle gigote toujours, mais ça ne vient plus réveiller en elle un agacement, de la colère, qui fait qu'après elle rentre en conflit avec sa fille. C'est merveilleux. Mais parce qu'on fait ce travail, on vient libérer ça en fait. On change de croyance. Donc nous, on a à apprendre tout ça, à l'apprendre et à le déconstitutionner, à prendre conscience de ce qui se passe aussi. Et surtout, on n'a pas vu donc ce raisonnement-là, cet accompagnement-là, mais on n'a pas vu non plus des mamans, des parents, des adultes prendre soin d'eux finalement. Combien ont vu leur maman prendre soin d'elles, prendre du temps pour elles, pour aller se détendre, méditer, faire des choses qui les ressourcent, qui leur font du bien. Combien? Très très peu. Parce que non, on n'a pas le temps. Il faut gérer la maison, on va se brosser les dents, c'est l'heure de dodo, c'est l'heure de ci, c'est l'heure du repas, c'est l'heure du goûter, c'est l'heure de ci, on va changer les draps. Voilà, toute la journée, ça fuse. Non, j'ai pas le temps, désolé, attends, je suis en train de faire. Et encore une fois, même moi, je parlais de perfection, je suis pas dans la perfection. Ça m'arrive aussi de dire à ma fille, attends, regarde, je réponds à ce mail, attends, je fais ça. Moi-même, je le fais, mais j'en prends conscience, je me dis, ah non, attends, mais qu'est-ce qui est le plus important là? Bon, ok, t'as raison, allez, je ferme, je viens jouer avec toi. Je l'ai fait il n'y a pas plus tard qu'hier. Donc voilà, ça nous demande ce travail-là, mais ça s'apprend. Et donc nous avons justement à apprendre cela pour que ça devienne quelque chose de plus naturel et qu'après, ça devienne un choix de faire les choses ou non. Et de toute manière, vouloir cette perfection, atteindre cette perfection, déjà c'est inhumain, puisque du coup nous sommes humains et c'est impossible. C'est impossible de ne pas vouloir être énervé, de ne pas vivre des émotions, ça c'est pas possible. Le but c'est d'apprendre à les vivre, de les accueillir, pour les libérer, pour plus qu'elles se cristallisent et pour plus qu'elles prennent cette ampleur parce qu'elles viennent se rajouter, comme le stress, etc. Et puis en plus, autre chose qui est importante, c'est que en nous montrant vulnérables, en montrant nos émotions, en les exprimant auprès de nos enfants, et même si on est donc un adulte qui travaille auprès des enfants, on va leur enseigner que effectivement, dans le monde, ils vont voir des gens qui sont colériques, ils vont voir des gens qui vont rentrer en conflit, ils vont voir tout ça de toute manière. On est dans un monde comme ça. Donc en étant nous-mêmes vulnérables, en montrant ce que c'est que de vivre nos émotions et que parfois, on ne va pas réussir à avoir le comportement adapté ou idéal. Mais c'est de venir s'excuser, d'exprimer en fait, ok, voilà, ça a été possible, c'est quelque chose que tu retrouveras peut-être dans le quotidien, à l'école, au travail, peu importe, dans la société, ou dans un magasin, mais de lui apprendre que c'est pas forcément, même si ça arrive, de lui apprendre que ce n'est pas quelque chose d'adapté ou d'acceptable. C'est pas parce que ça arrive, donc de s'excuser du coup, de dire voilà, j'ai eu ce comportement, je m'en excuse, je ne voulais pas agir comme ça, c'est pas un comportement acceptable, ce n'est pas un comportement adapté. Voilà comment j'aurais préféré agir et je ferai de mon mieux la prochaine fois pour ne plus agir de cette manière-là, mais plutôt de cette manière-là. Comme ça, on lui enseigne, nous, à notre enfant, donc on va casser ce rythme, on va casser ce cycle vicieux, en fait, ce cercle vicieux, pour leur apprendre, leur permettre d'emmagasiner des comportements adaptés. Et quand ils sont en capacité eux-mêmes, en tant que, voilà, à partir de 7 ans environ, quand ils ont l'âge de raison, entre 5, 6, 7 ans, selon les enfants, mais voilà, plus ou moins vers 7 ans, quand ils ont cette capacité de raisonner, ils auront emmagasiné ça depuis leur plus tendre enfance. Les choses qui se font, les choses qui ne se font pas, parce que c'est pas adapté, c'est pas respectueux des autres, etc. Et donc, ils auront plusieurs possibilités, contrairement à nous, en fait, où on avait été conditionné et qu'on a emmagasiné pas forcément les bonnes manières d'agir finalement. Donc ça, c'est hyper important et c'est enrichissant parce que ça leur apprend aussi comment agir vis-à-vis des autres qui vont agir de manière que nous, on sait que c'est pas respectable, qu'on sait que ça va agir sur le cerveau des enfants. Et plus nous, on va le faire, plus on va changer ça à l'intérieur de nous, plus on va pouvoir changer autour de nous. Et le changement qu'on veut voir autour de nous, quand les gens sont en conflit, qu'ils s'énervent, voilà. Si on veut que nos enfants soient calmes, qu'ils expriment correctement leurs émotions, qu'ils aient des comportements adaptés, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, ce qu'on considère nous comme des bêtises ou autre, on doit montrer l'exemple. On doit montrer qu'on peut s'excuser. Par exemple, ça c'est quelque chose aussi que souvent on dit dis pardon, regarde, t'as fait mal, dis pardon. Il n'y a pas besoin en fait non plus d'exprimer ça. Parfois, l'enfant, par lui-même, par son comportement, il montre bien qu'il se sent coupable par rapport à ça, qu'il est désolé.
Simplement en montrant que nous-mêmes, nous sommes désolés et que on vient le dire, excuse-moi, j'ai eu ce comportement, j'ai eu cette parole, je suis désolée, je sais que ça peut faire du mal de l'entendre, donc je ne voulais pas agir comme ça, je ne voulais pas dire ça. Ben, l'enfant par lui-même, il va apprendre qu'on peut faire des erreurs, qu'on peut s'excuser. Combien il y en a par ego, ils disent non mais jamais de la vie je vais m'excuser à cette personne, jamais. Et combien disent mais je vais pas m'excuser auprès de mes enfants. Non, c'était mon choix, ben voilà, c'est comme ça. Donc non, et puis on a le droit de se tromper, même quand on fait des choix en tant que parent, on a le droit de se tromper. Et c'est merveilleux que d'enseigner ça à nos enfants, parce que ça aussi, ça va renforcer leur estime et leur confiance. Ça veut dire qu'on a droit à l'erreur, on a droit aux échecs. Ce qui fait qu'ils vont être aussi beaucoup plus persévérants dans leur vie, dans tout ce qu'ils vont entreprendre, parce qu'ils savent qu'un échec, c'est rien. C'est qu'une occasion de grandir, une occasion d'apprendre. C'est une leçon. Et c'est pas un échec finalement. C'est une expérience. Et ça, c'est, je trouve, vraiment fantastique. Donc au final, qu'est-ce qu'on a besoin de pouvoir mettre comme mesure pour changer tout ça? Donc je vous le disais déjà, ça demande ce travail sur nous-mêmes, mais ça demande de changer de regard sur l'enfant. Donc pour ça, on a besoin de changer, de mieux connaître déjà le fonctionnement du cerveau, celui des enfants notamment. Jusqu'à 7 ans, on voit bien qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière que nous. Ils n'ont pas la même capacité de raisonner, de passer outre l'émotion, de l'accueillir. Donc on a besoin d'être dans cet accompagnement-là. Parce que mieux comprendre ce fonctionnement-là, ça va nous permettre de mieux comprendre l'enfant. Et de ne plus être dans la projection, dans l'interprétation et des suppositions de leurs agissements. On va plutôt être focus, plutôt que sur la stratégie qu'ils ont utilisée, le comportement, on va être plutôt focus sur le besoin. Comment je peux aider mon enfant à ce moment-là, qu'est-ce que je peux lui enseigner, etc. Et ça, c'est basé, ces suppositions, ces projections, j'en parlais plus tôt, ça va être basé sur les croyances qu'on va avoir en fait depuis qu'on est enfant nous-mêmes. Toutes ces croyances-là vont faire qu'on va faire des suppositions. On va aussi, donc ça va être basé sur des croyances qui sont erronées. Donc ça fait, on a besoin d'identifier et de transformer justement ces croyances-là. Après, d'apprendre, j'en parlais aussi, l'intelligence émotionnelle. Pour nous-mêmes, savoir vivre nos émotions, les traverser, les libérer, les réguler, pour pouvoir, après, accompagner nos enfants dans leurs propres émotions. Et travailler notre développement de la conscience, nous déconditionner des choses. Alors, clairement, quand je parle de déconditionnement, j'ai eu un peu cette révélation, mais cette prise de conscience il y a quelques temps, parce que je parle souvent de déconditionnement, parce que voilà, j'en parlais, les automatismes, c'est ce qui vient. Donc on a besoin de se déconditionner. Mais pour se déconditionner des choses dont on prend conscience et dont on ne veut plus, qui ne sont plus adéquates avec nos valeurs, parce que ça veut dire prendre conscience aussi de nos propres valeurs, pas celles de la société, pas celles de nos parents, nos propres valeurs. Et ça peut être différente de celles qu'on a toujours crues, qui étaient nos valeurs aussi. Et nos croyances, pareil. Mais se déconditionner, ça demande de remplacer ce conditionnement, cette habitude, ce mode automatique par un autre. Ce qui veut dire que finalement, on n'est jamais totalement libéré de conditionnement. C'est juste qu'on va se conditionner positivement, avec des conditionnements que nous avons choisis. C'est ce qui fait toute la différence en fait. Parce que souvent, on pense qu'on a le choix. Tout ce qu'on fait de toute manière, tous les résultats qu'on obtient dans notre vie, tout ce qu'on fait, c'est nos choix qui nous ont amenés à ça. On a fait le choix de croire à cette croyance. C'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser. Par contre, quand on en prend conscience, quand on travaille sur ce développement de la conscience, on va pouvoir se déconditionner et se dire, ok, là, dans ce cas-là, moi je croyais telle chose. Qu'est-ce que je veux croire aujourd'hui? Et donc on va venir reconditionner une nouvelle réaction, une nouvelle programmation en fait. Donc on va bien sûr se reprogrammer. Donc on n'est pas libre totalement de conditionnement. Par contre, ces conditionnements-là, c'est comme des habitudes. Quand on se brosse les dents, on le fait pas parce qu'il faut se brosser les dents, mais parce que c'est agréable d'avoir une haleine fraîche, d'avoir des dents propres et sans, voilà, je dirais même pas sans carie parce que clairement, c'est pas forcément le seul détail. Il y a aussi l'alimentation, il y a plein de choses, hein, il y a la qualité des dents, etc. Mais du coup, c'est parce qu'on a choisi. On pourrait choisir de ne plus le faire. Comme ceux par exemple qui mangent plus de viande ou autre, soit on le fait par conviction, parce qu'on nous a toujours dit que c'était comme ça, soit on dit, ok, moi qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qui me semble vrai et juste pour moi? Quel est mon nouveau choix? Et donc là, une fois qu'on a fait ce choix, c'est donc une nouvelle habitude qu'on va prendre, mais qui est
conscient. Ok, ben maintenant j'ai décidé de faire ça et donc on va l'ancrer, le répéter pour que ça devienne un automatisme. Et de la même manière que nous, on a besoin de répétition, finalement, pour ancrer ça, les enfants, c'est pareil. En fait, de la même manière que les enfants, ils ont besoin de répétition, nous aussi pour créer de nouvelles habitudes. Donc comment demander aux enfants de tout de suite, parce qu'on leur dit non, il ne faut pas toucher la prise, non, il ne faut pas faire ça, stop, ne fais plus ça, non, il ne faut pas taper, etc. Comment, même si on utilise d'ailleurs des formulations positives, parce que ça fait partie aussi des astuces de formuler, parce que l'enfant n'entend pas la négation. Donc effectivement, si on lui dit jette pas la pierre, lui il entend juste jette pierre. Donc voilà, jette la pierre. Donc il faut utiliser la pierre reste dans ta main, par exemple, ou voilà, des formulations positives pour qu'il entende la bonne consigne. On parle du comportement qu'on veut, qui est adapté, qu'on attend de lui, et pas de celui qu'on ne veut pas, parce que sinon lui il focalise sur ce qu'on ne veut pas, et donc il va faire ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas le faire. Mais malgré tout, c'est pas parce qu'on le dit une fois qu'il va le comprendre. Et ça déjà aussi, ça permet de lâcher prise, quand on se dit bon, ok, de toute façon je le sais, je vais devoir répéter. Et donc, c'est valable pour eux comme pour nous. Donc on se lâche la grappe, à nous, à eux, et on répète jusqu'à ce que ça devienne de nouveaux automatismes. Voilà. Et aussi, bien sûr, une mesure à prendre importante, c'est de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, de son bien-être. Bien dormir, remplir nos besoins physiologiques, donc bien manger, bien boire, bien éliminer, se faire plaisir. Avoir de l'activité sexuelle, seule ou en couple, peu importe. Mais voilà, en tout cas, se faire plaisir et être en relation. Et alors, je sais que c'est difficile des fois à imaginer. Mais l'éducation sexuelle, oui, dans l'éducation sexuelle adéquate, justement, on apprend que les enfants, donc partant de ce principe dont je vais vous parler, les enfants aussi ont une sexualité. Pourquoi ? Parce que la sexualité n'est pas forcément basée que sur le sexe, pas que sur l'acte sexuel. C'est une manière de nous relationner au monde, de chercher du plaisir dans tout ce que nous entreprenons. Et c'est du coup une énergie aussi, une énergie vitale. Ça nous apporte de l'énergie et c'est ce qui nous aide à passer à l'action, à avoir des projets, être dans la joie, dans cette recherche de plaisir et donc de relation avec les autres. Et ça ne veut pas forcément dire être dans l'acte sexuel. Et c'est ce que justement nous différencie de la sexualité adulte et de la sexualité enfant. Les enfants, eux, n'ont pas ce répertoire sexuel, n'ont pas ces hormones sexuelles. Et quand on va justement les adultiser et les sexualiser trop précocement, ça va faire des décharges dans leur corps qui n'ont pas encore la capacité de gérer. Et c'est très 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 violent et délétère pour leur cerveau, leur développement. Voilà donc pour tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez envie de faire d'ailleurs ce travail, c'est quelque chose que je vous propose, je vous accompagne à le faire. Vous aurez compris, donc je ne suis pas là pour vous dire de laisser faire tous vos enfants ce qu'ils veulent, pas du tout, mais de les accompagner avec un cadre respectueux où chacun a sa parole, où on essaye de comprendre les uns les autres, de communiquer au mieux, de changer donc tout ce que j'ai pu vous parler, travailler l'intelligence émotionnelle, changer de croyance vis-à-vis de l'enfant, mieux le comprendre, arrêter de faire des suppositions, pas prendre les choses personnellement, parler avec de belles paroles, voilà, d'accompagner au mieux et de transformer donc tous ces conditionnements que nous avons pu vivre. Ça, c'est quelque chose que je vous accompagne à faire via le coaching, via le travail sur le mindset notamment, sur la relation aux croyances, voilà, l'identification et les régulations émotionnelles, mais aussi donc avec les outils de sophrologie pour développer la conscience, pour développer le bien-être, pour voilà, apprendre à renforcer notre confiance en nous, notre confiance en ce qui est là, nos capacités, etc. Et tout ça, tout ce que je vous enseigne à vous pour vous sentir mieux, pour apprendre à lâcher prise, pour vous focaliser sur le positif, vous sentir voilà, avec plus de joie, plus d'énergie, plus de bien-être, qui est vraiment la base de tout ce que j'ai pu vous partager aujourd'hui quand on n'est pas émotionnellement et de manière avec l'équilibre général, qu'on ne va pas bien en fait, qu'on n'est pas dans cet état de bien-être du mieux possible, dans un état de sérénité, de confiance. C'est compliqué à mettre en place parce qu'encore une fois, c'est tous nos automatismes qui vont prendre le dessus et ça nous demande beaucoup de travail. Donc si on arrive à travailler, c'est ce que je vous propose donc d'ailleurs dans mes accompagnements, parce que vous avez accès, nous en séance, on va travailler à chaque fois qu'on se voit en visio, donc soit sur 1 mois, 3 mois ou 6 mois,
on va travailler sur vos problématiques. L'identification vraiment de soit la libération émotionnelle quand il y a des blocages sur des choses, comme je vous parlais par exemple d'exemple de la soirée où ça faisait à chaque fois des conflits parce que la maman était en colère à chaque fois. Donc travailler sur la libération émotionnelle quand vous avez des situations récurrentes qui reviennent, vous allez avoir toujours le même type de réaction. Déjà, on va venir travailler sur le côté émotionnel, libérer le blocage, qui peuvent être très très anciens et souvent inconscients. C'est pas grave de ne pas savoir, on va quand même libérer tout ça et c'est merveilleux, c'est très rapide. Ensuite, et ça en plus c'est quelque chose que vous allez pouvoir vous faire en autonomie. Ensuite, nous allons pouvoir identifier justement les croyances qu'il y a par rapport à ces situations-là aussi, pour pouvoir changer de mindset par rapport à ça, de croyances, créer de nouveaux automatismes. Et à côté de ça, de ce qu'on va faire en séance, situation après situation, où je vous accompagne entre chaque séance, donc chaque semaine, on a accès à une conversation en privé, en fait, sur WhatsApp ou sur Telegram, où vous me posez toutes vos questions. Je vous aide à adapter les exercices au fur et à mesure dans votre quotidien par rapport aux situations que vous rencontrez, les problématiques avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos collègues, peu importe finalement, parce que c'est toujours une question de relationnel, c'est toujours une question d'émotionnel, de communication, où finalement c'est adaptable avec tout le monde et toutes les situations. Donc ça, je vous aide à le reprogrammer et à vous en servir. Et à côté de ça, vous avez accès en illimité à des séances de sophrologie, des astuces bien-être, des notions sur le développement personnel, tout ce que moi, aujourd'hui, j'utilise pour moi-même dans ma vie, que j'utilise avec ma fille. Il y a des séances que vous pouvez faire avec vos enfants, anti-pétage de plomb, où vous allez pouvoir vous connecter, remplir les réservoirs de tout le monde, reconnecter sur les valeurs qui vous sont propres. Vous avez aussi comment bien dormir, comment vous détendre. Voilà, vous avez tout un tas d'outils comme ça pour communiquer aussi par rapport à l'amour. Il y a plusieurs langages de l'amour, donc reconnaître le langage de l'amour de chacun pour pouvoir le remplir au mieux plutôt que de batailler en disant mais moi je lui dis que je l'aime tout le temps et lui il a tout le temps l'air d'avoir besoin de moi. Ben non. Peut-être que c'est pas ça qu'il a envie, peut-être qu'il a envie de passer du bon temps avec vous. Voilà, c'est tout ce genre de choses et c'est valable encore une fois pour le conjoint ou pour les enfants, peu importe la personne finalement qui est en face, de savoir quelle est sa manière d'exprimer son amour et de le recevoir. En plus, la manière de l'exprimer et de le recevoir peut être différenciée. Donc ça, je l'aborde aussi. La relation au corps, vous avez une séance d'automassage, vraiment, donc pour le bien-être, pour le développement personnel, pour se retrouver face... voilà, se reconnecter aux essentiels, aux choses essentielles de la vie. Vous avez aussi l'atelier d'ailleurs, vous avez l'atelier Sophrodance Coaching qui est à l'intérieur. Vous avez l'atelier, le module sur les émotions et l'atelier Renouveau pour se reconditionner. Donc vraiment, c'est quelque chose de très très riche. Ça, vous l'avez en accès illimité, quelle que soit la formule, que ce soit 1 mois, 3 mois ou 6 mois, vous l'avez en accès illimité. Donc voilà, le programme est en ligne, donc vous y avez accès quand vous voulez. Vous allez vous réécouter les séances. Vous le faites à votre rythme, comme vous voulez, pour créer cette ambiance, en fait, finalement, ce bien-être derrière, en travail de fond, pour pouvoir nous avancer vraiment sur les problématiques particulières et déconditionner tout ça et aller plus loin. Voilà, donc si vous avez envie d'en savoir plus et même de tester, vous le savez, je vous offre des séances, une séance offerte, donc je vous invite à me contacter en message privé pour que nous puissions en discuter, voir un petit peu et faire peut-être une première séance ensemble. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, je suis très contente d'avoir fait enfin ce live qui m'attendait depuis un certain temps, donc j'espère que j'ai mis un peu plus de clarté sur ma vision de l'accompagnement des enfants, de l'accompagnement aussi que je fais auprès des parents et des professionnels de la petite enfance aussi, parce que c'est important. Ils ont un rôle tellement important à jouer que voilà, j'ai vraiment envie de développer ça aussi auprès d'eux, parce que c'est super important pour eux, pour leur bien-être en tant qu'adulte, hein, notre bien-être en tant qu'adulte qui va se répercuter positivement sur le bien-être des enfants que l'on accompagne. Voilà, et leur épanouissement plus tard. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au plaisir de pouvoir parler avec vous en privé, même répondre à vos questions. À très vite.